Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs qualité, valeur et small caps. On va essayer de savoir si S2I représente à l'heure actuelle une opportunité d'investissement en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ce sont les résultats du troisième trimestre 2022-2023. L'exercice est décalé par rapport à ses concurrents, mais on va quand même essayer d'évaluer la compagnie qui a une surperformance par rapport au secteur. Donc on a une croissance organique de l'ordre de 26,5% sur 9 mois, alors que le secteur est à peu près de 8 à 15%. Et par exemple, Alten, sa principale concurrente, qui est plutôt une mid et big cap, qui fait 18% de croissance organique avec 11% de croissance, de variation de périmètre. Donc là, on est vraiment sur des résultats de très bonne qualité et je peux déjà vous le dire que la société est la moins chère du secteur, c'est pour ça que c'est un peu ma favorite. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de Eric Matteusi, le directeur, le directeur de la compagnie, aussi, bonjour. et on va essayer d'analyser tout ça. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de S2I. Alors S2I a un parcours boursier formidable puisque le titre a progressé de près de 1000% en 10 ans et la capitalisation boursière approche 900 millions d'euros. Alors, Donc 1000% en 10 ans, c'est assez énorme. Donc on peut directement, je peux vous montrer face à ses pairs. Donc là sur Guru Focus, j'aime bien ce site. On peut voir un peu ce que ça a donné par rapport à ses pairs. Si ça veut bien charger. Allez, allez, allez. Ça ne veut pas charger. Voilà. Donc par rapport à ses pairs, donc on a 10 000% en 10 ans. Ce qui est assez extraordinaire. Et ça ne veut toujours pas charger. Ah voilà. On a du Atos. Ce qui a très bonne performance, c'est Wave Stone. Voilà. Donc en 10 ans, ça surperforme même Wavestone d'1% par an. Donc ce qui est assez énorme. Et si on prend sur 20 ans, S2I se fait surperformer par Wavestone également. Bon, en tout cas sur 10 ans, sachez qu'on a 1000% de performance. On a une très bonne performance et on aime ça. On se retrouve direct là. quand on évoque S2I, on parle de R&D externalisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On intègre les nouvelles technologies dans les futurs produits ou services de nos clients. Donc si je prends quelques exemples, on travaille par exemple dans l'aéronautique, on va intégrer dans l'avion, et notamment pour tout système de pilotage ou de divertissement pour les passagers, les nouvelles technologies. Donc maintenant, vous savez, les avions, ils ne se pilotent plus trop comme ça, ils se pilotent avec un joystick. Toute l'information qu'on met à disposition des passagers, le Wi-Fi commence à faire apparaître dans tous les avions, etc. Voilà, c'est le genre d'exemple que l'on peut mettre en avant sur justement la nouvelle technologie intégrée dans les futurs produits et services de nos clients. Alors, ça veut dire que vous déléguez des ingénieurs dans les entreprises clientes ? Ce mot délégation, il est encore, il est encore courant pour à peu près une petite moitié de notre business. Maintenant, la plupart des activités se font ce qu'on appelle en centre de service. Donc, on prend en charge un périmètre technologique de nos clients et c'est plus sur une forme de délégation. On a vraiment un périmètre large, technologique ou logique chez nos clients et on met des équipes complètes à disposition en fait. Alors, pour le premier semestre arrêté à fin septembre. Donc on a des équipes complètes qui vont directement chez les clients, mais aussi on a des centres de service où les ingénieurs travaillent ensemble pour S2I. Donc c'est une société de R&D externalisée, mais également elle a une partie R&D externalisée et une partie ESN, je dirais. Vous avez publié un chiffre d'affaires en hausse de 27% à 477 millions d'euros, qui est d'abord tiré par l'international. Oui, on a une performance internationale qui est remarquable sur plusieurs pays, et dont le premier, la Pologne, qui fait encore 40% de croissance. On a aussi un parcours en France sur le premier semestre qui est très intéressant, puisqu'on a 13% de croissance organique. Donc c'est le très haut, je dirais, de la fourchette sectorielle sur le marché français. Ce que j'aime bien chez S2I, c'est que c'est une small mid cap, donc elle a à peu près 1 milliard de capitalisation, et elle est présente à l'international, non seulement en Europe, mais aussi
au Chili ou dans d'autres pays, comme je vous montrerai après. Contrairement à par exemple Obey qui est un pure player pan-européen, donc qui agit seulement sur l'Europe, et Infotel, que je vous ai également analysé et qui est seulement sur la France et l'Europe, un peu sur les États-Unis et le Canada, mais moins international que S2I par exemple. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que tous les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes présents sont en croissance. Oui, ça c'est un peu le phénomène général de notre secteur du numérique, hein. Il y a de plus en plus de numérique dans tout notre environnement. Et donc on en profite avec tous les marchés, à la fois géographiques, mais aussi sectoriels qui sont en croissance. Éric Matteucci, pour le premier semestre, vous avez publié un taux de marge. Donc là, en fonction de la période actuelle, donc depuis la fin de la pandémie, on a S2I qui est sur tous les secteurs et dont ces donneurs d'ordre sont principalement des sociétés du CAC 40, on verra les principaux clients. Et donc, ils ont eu, eux, des très bonnes performances et ils investissent beaucoup pour moderniser leur outil informatique et, continuer à progresser dans ces solutions numériques. Et ils font appel à plein de sociétés, notamment ici S2I, mais Obey, etc. Et donc, on a un marché très porteur avec une demande forte de la part des donneurs d'ordre, qui sont principalement des grosses sociétés, mais on a également des petites et moyennes sociétés. Marge opérationnelle très confortable à 9,5%. Là encore, c'est tiré par l'international. Effectivement, on a de belles performances à l'international. La France est un peu en retrait, mais on travaille pour, je dirais, retrouver les standards d'il y a 15 ans. Mais sur l'ensemble du groupe, on a retrouvé notre taux de marge historique, si j'ose dire, d'avant les années 2000, quoi. Alors dans votre métier. Donc là, on va le voir après également avec la présentation des résultats annuels, même si on a le chiffre d'affaires du troisième trimestre, on a seulement les états financiers, les marges du deuxième trimestre. Et on va voir qu'on a une très bonne marge, notamment par rapport à ces 3 dernières années qui ont un peu souffert avec la pandémie, et c'est à cause du secteur d'activité des S2I qui est plutôt dans l'aéronautique et dans l'industrie, et donc qui avait beaucoup souffert, et là qui retrouve des niveaux assez normatifs exceptionnels, et parmi les meilleurs du secteur. On verra ça après. Métier, vous êtes confronté aujourd'hui à une hausse des salaires. Comment est-ce que vous gérez ce poste ? C'est la difficulté majeure de notre secteur. D'abord recruter, hein, puisqu'on est en pénurie de compétences, et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi sur la majorité des pays sur lesquels on opère. Et puis, avec cette tension sur le recrutement et la tension sur l'inflation, c'est clair qu'on a des hausses de salaires qui sont plus significatives que par le passé. Donc il faut arriver à trouver une bonne gestion par rapport à des prix qui ne suivent pas forcément à l'évolution des salaires. Donc c'est un peu compliqué. C'est le paramètre compliqué de la période. En effet, quand on parle de sociétés de services informatiques, ici les ESN ou SI ou R&D externalisés, nous n'avons pas de stock à gérer. On gère uniquement des humains, des ingénieurs principalement, et donc l'inflation ne se fait pas sur les produits pour S2I, pour les stocks et comment on dit, les fournisseurs comme des sociétés industrielles, mais elle se fait au niveau de l'augmentation des salaires s'il y a de l'inflation. On veut garder nos ingénieurs et nos employés, et donc ils demandent forcément des augmentations de salaire pour suivre l'inflation et pour ne pas perdre trop en pouvoir d'achat. Et donc le premier défi, c'est actuellement d'augmenter les salaires pour garder ces ingénieurs, sachant qu'ils recrutent encore des ingénieurs en plus. Donc on va essayer de perdre le moins de personnes possible. Et donc faut forcément essayer de répercuter les coûts de ces augmentations de salaire aux clients finaux. Aujourd'hui, les salaires ils progressent de l'ordre de 4-5% par an, c'est ça ? Exactement. Sur la dernière année, ça va être à peu près la photographie. Oui. Et vous avez donc du mal à répercuter, vous ne bénéficiez pas de pouvoir de prix ? Alors ça va mieux du côté des prix, il y a plus de détente, puisque nos clients sont aussi dans la quête, si j'ose dire, de ressources. Donc là, d'après ce que nous dit le directeur, on a tellement de demandes qu'on peut se permettre d'augmenter les prix, parce que les clients ne peuvent pas faire sans ce genre de société. Et donc on a quand même du pricing power pour gérer l'inflation salariale ici. Donc les hausses de prix existent. Malgré tout, c'est pas toujours très simple de faire admettre à l'ensemble de nos clients qu'il faut augmenter les prix au même rythme que les salaires. Alors, à l'occasion des publications de ce premier semestre, vous avez un discours assez prudent, on va dire. Est-ce que vous anticipez un ralentissement de l'activité ? Alors, c'est pas que je l'anticipe, c'est que le contexte macroéconomique est plutôt anxiogène en ce moment. On a quand même parlé de récession sur le plan mondial. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un tout petit peu moins de demandes
que sur la fin de l'année dernière. Malgré tout, le niveau de demande est tel que l'on n'arrive toujours pas à y répondre dans sa totalité. Donc on est vraiment dans un climat un peu schizophrénique avec finalement un secteur du numérique qui se porte bien, et je crois que l'ensemble des acteurs sont assez optimistes sur l'évolution du secteur justement, mais il y a un contexte macroéconomique qui est plus compliqué. Éric Matteussi, vous avez évoqué votre réussite en Pologne. Aujourd'hui, vous êtes également présent en Roumanie. Est-ce qu'on peut considérer que la Roumanie... Donc là, sur ces dernières années, on a eu un pôle en Pologne qui a énormément tiré la croissance du groupe. On le verra également encore après, c'est toujours valable pour cette année. Et donc, on a pas mal de pays qui tirent beaucoup la croissance, et on regardera ça après, mais faut faire attention quand même à cette situation en Pologne, car c'est quand même le deuxième pays après la France en termes de chiffre d'affaires, la Pologne, et donc elle devrait forcément se stabiliser un peu plus que 30% de croissance annualisée de ces dernières années. Roumanie, c'est votre levier de croissance et la future Pologne dans votre groupe. Alors la future Pologne, j'en sais rien, parce que c'est le développement polonais quand même assez extraordinaire. Et le marché roumain est à peu près 4 fois plus petit. Donc on pourrait s'attendre à des niveaux de performance 4 fois plus petites, avec des taux de croissance significatifs. On a une belle croissance cette année en Roumanie, avec des relais à la fois locaux et aussi en delivery nearshore, si j'ose dire. Donc c'est pour nous, ça fait partie, mais on pourrait citer d'autres pays. On pourrait citer le Chili, on pourrait citer d'autres pays de cette nature qui font une croissance tout à fait remarquable sur l'exercice. Alors S2I, c'est construit en partie par des acquisitions. Est-ce que vous avez des projets dans les tuyaux ? On a un projet qui est en cours, puisqu'on a annoncé l'entrée en négociation exclusive avec Metanext, donc il faut qu'on finalise ce dossier. Et puis Metanext, c'est quel pays ? C'est la France. C'est une société d'environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui opère exclusivement dans le cloud. Donc c'est pour nous une expertise qui se renforce au sein du groupe. Donc c'est vraiment à vocation technologique. Et puis c'est vrai qu'on est un peu plus actif que par le passé sur la croissance externe. Et on en a les moyens, puisqu'on a du cash en entreprise et on n'a pas d'endettement. Éric Matteussi, comment est-ce que vous imaginez S2I à un horizon de 3-5 ans ? C'est toujours difficile de faire des pronostics, mais j'aurais tendance à dire ce qu'on a fait par le passé, on doit être capable de le reproduire dans l'avenir, si toutefois les circonstances macroéconomiques sont bonnes, c'est-à-dire un secteur qui continue à pousser. C'est les prévisions de Nouméum en France qui entrevoient toujours 4-5% de croissance organique sur Au niveau de ce communiqué de Nouméum, si vous voulez aller le voir, j'ai fait, vu que je fais une review de secteur, j'ai fait une vidéo sur Obey, et je vous montre un peu la croissance du secteur attendue par Nouméum, et on a un marché structurellement porteur ici sur ces ESN, cette transformation numérique, cette digitalisation, etc. Et donc on a un marché qui va continuer à croître dans les années à venir. le secteur sur les prochaines années, donc on va en profiter, et j'espère qu'on fera aussi bien que par le passé. Éric Matteussi, merci. Merci à vous. Voilà, donc on va passer tout de suite, on va regarder un petit peu les rapports financiers. Donc on nous dit qu'au troisième trimestre, on a un chiffre d'affaires cumulé de 736,5 millions d'euros. Ça nous fait une croissance de 25,1% sur 9 mois, 13% en France, 35% à l'international. Donc très important la partie à l'international. Donc le groupe S2I spécialiste des métiers de l'ingénieur annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2022-2023. Donc décalé par rapport aux autres. À l'heure actuelle, on est en mars où les autres ESN publient le résultat annuel de l'exercice 2022. Ici, on publie seulement les 9 mois. Donc, Éric Matteussi, président du directoire, commente ce troisième trimestre de l'exercice 2022-2023 nous permet d'enregistrer pour le 7e trimestre consécutif une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 20%. Donc, 7e trimestre supérieur à 20%. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de cette croissance exceptionnelle? Est-ce qu'elle va être durable dans le temps? Est-ce que c'est sous-évalué? Je ne comprends pas quand on a une croissance extraordinaire, mais on est sous-évalué par rapport au pairs. On nous dit que malgré un contexte macroéconomique incertain, la dynamique du groupe S2I se poursuit à un rythme soutenu supérieur à notre marché de référence. En effet, le marché de référence, il est à 7,5% d'après Nouméum en 2022. Donc nous, on est à plus 20%. Sans changement de contexte majeur, cette trajectoire doit maintenant nous conduire à dépasser la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Donc là, on va être conservateur, on met 2023 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on a rempli ça directement ici. Donc vous voyez, on ralentit un peu quand même sur le troisième trimestre, mais premier trimestre, on avait 28% de croissance organique du chiffre d'affaires. Deuxième trimestre, 28,7%. Et troisième trimestre, ça se ralentit un peu, mais on est toujours à 23,2% de croissance organique. Donc assez exceptionnel.
Donc on nous dit troisième trimestre, chiffre d'affaires de 259 millions en hausse de 21,9%. Cette performance s'inscrit totalement dans la continuité du premier semestre, à l'exception de l'Espagne. Toutes les entités géographiques ont contribué à cette croissance alimentée par un taux d'activité toujours élevé et un développement commercial continu. Donc ce qu'on aime voir, c'est un taux d'activité toujours élevé. Ça veut dire que on ne paye pas les ingénieurs qu'on emploie à ne pas travailler. Ça veut dire que quand on a un gros taux d'activité, ça veut dire que nos employés sont toujours productifs et ont toujours une continuité dans les projets que leur demandent les donneurs d'ordre, et donc on a plus de chiffre d'affaires dans ce cas de taux d'activité élevé. Au niveau de la France, S2I fait un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros, ainsi une croissance organique de 13%, donc ce qui est très bien pour la France, sachant que Nouméum avait prévu 7,5% de croissance pour le secteur, donc là on double à peu près la croissance par rapport à l'indice de référence. Le taux d'activité congé exclu, donc comme je vous disais juste avant, est resté à un niveau satisfaisant au cours de ce trimestre. Sur l'ensemble, on a 308 millions aux 9 premiers mois. Ensuite, à l'international, on conserve un rythme de croissance organique exceptionnel. À l'international, le groupe S2I enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 149,7 millions d'euros en croissance de 29,4%. Donc plus de 2 fois plus que la France, à taux constant par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, à l'exception de l'Espagne qui enregistre sur ce trimestre une baisse de son activité 7%. Donc là on a quand même l'Espagne qui doit peser un peu, mais on a tous les pays qui poursuivent leur croissance organique, dont le plus grand nombre, un rythme élevé parmi ceux-ci. Donc la Pologne, on le verra après, qui représente une grosse part, on a une croissance organique encore de 33%, énorme. Allemagne 39%, Roumanie 59%, Chili 38%, Canada 35% de croissance, République tchèque 73%, Maroc 26%, Colombie 36%. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Malgré, au niveau des perspectives, malgré un climat géopolitique et macroéconomique qui reste incertain et sous réserve d'une évolution sans changement majeur, le chiffre d'affaires réalisé sur les 9 premiers mois et les opportunités commerciales actuelles devraient nous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires annuel au-delà du milliard d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, avec une marge opérationnelle toujours comprise entre 9 et 10%. Donc un très bon taux de marge opérationnelle. Et c'est ce qu'on aime voir. Ensuite, on aura le chiffre d'affaires annuel le 9 mai 2023 et un peu après les résultats annuels. Donc je vous ferai un petit update de ces résultats annuels, je pense. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on regarde les 9 premiers mois. Donc on a en France 308 millions de chiffre d'affaires, international 427,71 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en France, variation à taux de change constant, on a 13%, à l'international, on a une variation de 35%, et à taux constant, on a 38% de croissance organique à l'international, et donc c'est très très beau. Donc ici, on va se retrouver directement au niveau d'une petite présentation ici des résultats semestriels. Donc on a un acteur majeur des métiers de l'ingénieur, des compétences technologiques plus larges au sein des activités de conseil d'ingénierie. Donc on va essayer de savoir si ces marges sont durables, et si cette croissance est durable, on va essayer de la normaliser un petit peu. Même si on nous dit 1 milliard de chiffre d'affaires, je vais calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise directement après. Avec ce chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Donc on a une stratégie d'implantation de proximité en France et à l'international, on a 16 pays dans le monde, c'est ce que j'aime. Donc par rapport aux deux premières ESN que j'ai présentées, qui sont Infotel et Obey, qui sont principalement basées dans les pays européens, ici on a une présence dans 16 pays dans le monde, donc on préfère avoir une diversification un peu géographique, et on aime ça. Donc au niveau du portefeuille d'activité, on a un portefeuille solide et diversifié. Donc ce que j'aime voir, c'est que on a une croissance plus forte ici des activités autres, donc l'industrie, les services, la santé, le retail, l'automobile et les transports, par rapport aux autres secteurs. Donc ça nous donne plus de diversification actuellement. Donc on voit que au S1, ça représente 42,2% du portefeuille, tous ces petits sous-secteurs, tandis que ça représentait 37,6% au S1 2021-2022. Donc on aime plus avoir une diversification sur tous les secteurs que seulement sur l'aéronautique, les banques, etc. Donc ici,
Aéronautique spatiale défense 20,4%, donc un gros morceau qui souffre souvent pendant la pandémie, par exemple, ça a souffert. Banque et assurance, c'est le troisième secteur. Banque assurance mutuelle, donc qui est en diminution également. Là aussi, on est en diminution. Ensuite, au niveau des télécoms et des médias, on est également en diminution, 12,2% de l'activité. Au niveau de l'énergie, on est à 6,7%, un peu en augmentation. Et voilà. Donc, on a les 10 premiers clients du groupe S2I, donc ABB, Airbus, Bouygues. Crédit Suisse, un peu polémique en ce moment, mais je pense que ça ne va pas causer de problème. On a une diversification assez correcte, donc ça ne va pas poser de soucis, malgré la faillite du Crédit Suisse qui est arrivée le week-end dernier. On a EDF, HSBC, La Poste, la Banque Postale, Orange, Roche, Thales. Donc ici, ce que j'aime principalement, c'est que on a comme des banques mutuelles assurances, j'aime pas trop ce secteur. Aéronautique, spatiale défense, j'aime pas trop non plus ce secteur car il est trop cyclique, même si en ce moment ça marche bien tout ça. Les banques assurances mutuelles, ça marche pas, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui sur le CAC. Télécom, médias, énergie, donc comme je l'ai dit, j'aime bien avoir cette augmentation des secteurs qui sont l'industrie, les services, la santé, le retail, l'automobile, les transports, donc qui permettent une meilleure diversification. Donc organisation transversale, ça on n'a pas besoin de savoir. Donc fidélisation et récompense, la fidélité client récompense ses actions. Augmentation des parts de marché, on aime voir ça, on aime gagner des parts de marché. Donc nombre de clients pour lesquels le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'euros, en 2023 ils seront 100 clients contre en 2018 79. Ensuite supérieur à 5 millions, on en aura 20 contre 20 en 2018, donc égal. Supérieur à 10 millions, on en aura un de plus par rapport à 2018. Et là, on aura 6 clients supérieurs à 25 millions de chiffre d'affaires et 2 clients supérieurs à 50 millions de chiffre d'affaires. Ça, on aime également voir ça. Donc au niveau des événements marquants, comme on l'a dit, un chiffre d'affaires sur le semestre record, donc on l'a vu au niveau des 9 mois. Croissance record également. Niveau de marge opérationnelle, 9,3%. Donc ici, je vous ai fait les petits papiers ici, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur OB et Infotel. Donc on a la marge opérationnelle d'activité d'OB qui est best in class dans le secteur, on est à 10,4. Au niveau d'Infotel, on a 9,9. Ici, on a un peu moindre, donc à 9,3, on a dit. 9,3%. Alors, de nouveaux référencements remportés, donc des gains de parts de marché, fruit d'une conquête commerciale active. Donc on a des nouveaux clients qui sont Ericsson, Naval, MBDA, Airbus, Schneider Electric et Thales. Donc on a une S2I, première solution dédiée d'externalisation des salariés. Donc ici, on a une solution de proximité pour répondre aux enjeux des clients, un espace entièrement dédié aux clients, des locaux de 500 m² situés à 10 minutes à pied du client. Excellent. Donc là, comme on l'a vu, entrer en négociation exclusive avec Metanext, on a 18 millions de chiffre d'affaires et c'est spécialisé dans le cloud. Donc cloud, un secteur très recherché actuellement qui surperforme le marché. Et donc compétences sur la banque, finance, assurance, services, industrie sur lesquels S2I est déjà implanté. Donc on aura des synergies commerciales géographiques, un portefeuille client de grands comptes stratégiques existants et un financement en numéraire, donc pas de recours à l'endettement car S2I a du cash. Donc au niveau des salariés, comme le taux d'activité est très bon, que ce soit en France ou sur tout le groupe, on a un turnover qui reste élevé à 28%. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc taux d'activité plus élevé, mais un turnover plus élevé. Dynamique de recrutement, on a 2292 recrutements sur le semestre, donc ce qui est assez énorme. Ici, recrutement, c'est pas ouf. 98% de l'objectif de recrutement. Les best practices, donc là on parle toujours de recrutement. Ici, j'aime bien voir que le S2I est toujours au top, donc parmi les entreprises pour la 5e année, parmi les meilleures entreprises pour la 5e année, Best Workplace en France, donc c'est ce qu'on aime voir. Dans tous les pays où c'est déployé, S2I est réputé pour sa qualité d'employeur et son bien-être au travail.
Ensuite, là, on parlait des mises à jour, des mises à disposition de locaux, fidélisation des équipes, etc. Donc, comme je vous l'avais dit, aérodéfense, on aime bien que ça diminue, car c'est cyclique. On préfère avoir un portefeuille diversifié. Donc, on a un chiffre d'affaires qui augmente de 21,4% dans la défense et l'aéronautique. Banque assurance mutuelle 17% par rapport au premier semestre 2021. Télécom 9,6%. Énergie 32,6%. Excellent. Et au niveau des autres, on est à plus 42,9%. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est la force actuelle du groupe. Donc, se diversifier plus par rapport au métier traditionnel du groupe. Automobile, on a plus 49,4%, santé 46%, donc on aime bien voir, j'aime bien ce type de société qui est très diversifié dans ses clients, donc on n'a pas besoin d'avoir tous ces types de sociétés que j'aime pas trop qui sont l'aéronautique et la défense en portefeuille, ni la banque assurance, ni mutuelle, ni télécom, ni énergie, car la société travaille pour ces sociétés et donc je préfère avoir une société informatique plus agile que des poids lourds trop cycliques dans toutes ces industries. Donc comme je vous l'avais dit, pour des activités en France et à l'international, la Pologne qui est au même niveau que la France quasiment, en chiffre d'affaires, tellement ça croît rapidement. En France, on a plus 13,8 de chiffre d'affaires. Top 3 secteurs, ça. Ensuite, la Pologne, on est encore à 44,6% de croissance. Nouveau semestre de forte croissance, Espagne, qui pèse un peu ici à 20 millions de chiffre d'affaires, qui est en restructuration, abandon des activités non rentables. Allemagne, on est en très très grosse croissance également, qui représente 23,2 millions de chiffre d'affaires. Et autres, on a une croissance assez exceptionnelle de 70%. Donc on va se retrouver ici. On a les marges opérationnelles. Ce que j'aime bien regarder, voilà, c'est que la stratégie d'internationalisation du groupe, elle porte ses fruits notamment dans les marges opérationnelles. On voit qu'ici, pendant la pandémie, on avait une marge négative en France, et à l'international, ça s'était maintenu à un niveau convenable à 8,28%, et on a une marge à peu près 2 à 3 fois plus élevée à l'international qu'en France. Et donc, si cette partie internationale croît plus vite que la France, eh ben, on a une augmentation mécanique de la marge opérationnelle. Voilà, on a une marge nette qui se maintient à 7,3%, etc., etc. Perspective, croissance organique supérieure à 15%, c'est ce qu'on aime voir, et voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a une société familiale également, donc la famille UV qui détient... Bernard Huvet, qui est le créateur de la société, qui détient encore plus de 43% du capital. Ensuite, il y a le management et les employés qui en détiennent un peu. Et donc, d'après une enquête des family business, si on a un flottant plus faible, eh ben, le management et la famille fondatrice, les entreprises familiales, elles surperforment le secteur car elles sont plus conservatrices, elles font des meilleurs choix, elles font moins de communication et de marketing et elles créent plus de valeur. Elles ne promettent pas de rendement pharaonique sans avoir les vrais résultats derrière. Donc ici, ce que j'aime bien voir, c'est la croissance organique du premier semestre. Donc Pologne, on a 44,6%, Allemagne 34,5%, Espagne, donc négatif comme on l'a dit. Roumanie, on a 87% de croissance organique. Chili, 60,5%. Belgique, 20%. Canada, 61%. République tchèque, 65%. Royaume-Uni, 17%. Maroc, 14%. Colombie, 25%. Pays-Bas, 23%. Et les autres pays, 162%. Donc, on va passer tout de suite à l'évaluation quantitative. Avant tout, je vous ai déjà montré ça dans le market review de Euroland Corporate, donc qui date du début du mois de mars. Et là, on va regarder un peu si S2I, par rapport au secteur, si c'est sous-évalué ou surévalué. Donc j'aime plutôt bien ce ratio valeur de l'entreprise sur les bits. Donc pour l'estimation 2023, on a 8,8 de valeur d'entreprise sur EBIT. Au niveau de son secteur, la moyenne est à 11,6. Et au niveau de la médiane, on a 9,4. Donc la société, au niveau du ratio valeur d'entreprise sur les bits, elle est sous-évaluée. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va regarder ça tout de suite. Pour vous donner un peu plus de contenu sur là-dessus. On va mettre ratio, parce que
Alors, EV sur EBIT, valeur de l'entreprise sur l'EBITDA. Bon, sur l'EBITDA, ça va marcher aussi, hein. Donc après le PER qui sert à évaluer la cherté de l'action, je vais vous dévoiler le ratio boursier alternatif. Donc la valeur de l'entreprise sur l'EBITDA, donc on a l'EBIT. L'EBIT, c'est quand on enlève la dépréciation et l'amortissement. Donc est un ratio permettant de valoriser le cycle opérationnel ou économique de l'entreprise. Au numérateur, la valeur d'entreprise est obtenue, etc., etc. Donc ça nous sert à valoriser le cycle opérationnel ou économique de l'entreprise. Donc si ce ratio de valorisation est faible, meilleure est son attractivité. Donc ici on est sous-évalué par rapport au secteur. Cependant, un EBITDA trop élevé est souvent masqué par de la dette dont les charges d'intérêt ne sont pas incluses. Ainsi, soyez sur vos gardes. Donc ici on n'a pas de dette au niveau de S2I, donc c'est ça qu'on aime. Pour savoir pour en avoir le cœur net, je vous suggère de calculer entre l'EBITDA et l'EBIT qui est réellement le résultat d'exploitation. Et si ce n'est pas le cas, vous avez de fortes chances d'avoir affaire à une entreprise qui a des difficultés financières à court terme. Donc ce ratio est adapté pour les secteurs à forte intensité capitalistique comme l'énergie, la chimie ou encore l'industrie lourde. Donc ici on n'a pas vraiment besoin de valeur d'entreprise sur EBIT, mais c'était pour savoir ce que c'était et pour vous le présenter rapidement. Donc ici, valeur de l'entreprise sur EBIT, on est sous-évalué par rapport à la moyenne et également à la médiane. Au niveau du price earning estimé 2023, on est quand même à un price earning très raisonnable de 13,1, donc un des plus faibles du secteur. On a une moyenne à 16,1 et une médiane à 17,1, donc très sous-évalué par rapport au secteur. Ensuite, au niveau de la croissance du bénéfice par action, on est à 30% en 2022 contre 25% en médiane. Et on est à 6% en 2023. Je pense pas que ça va être le cas à 6% de moyenne, mais on va voir. Donc voilà, ça c'est les performances depuis le début de l'année, même si ça a bien décompressé là depuis l'affaire des banques. Ça nous redonne des opportunités sur les différentes compagnies des ESN. Donc on va passer tout de suite à l'évaluation quantitative de la société. Donc au prix de l'action, au prix que j'espère, au prix que j'estime le plus juste selon nos calculs. Donc ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Je voulais juste remplir ici, avant tout ça, notre petite fiche, parce que je vous rappelle que je fais une review du secteur. Donc ici, on va voir les secteurs, et on a des secteurs diversifiés ici, plus que les deux autres compagnies qu'on a déjà vues, qui sont banque, assurance. Ici, où est-ce que j'ai les secteurs? Les secteurs, voilà. Donc, mais je les ai plus bas aussi, je suis bête. Ils sont plus bas, donc voilà. Soit 20,4%. Donc en premier secteur, on a diversifié. Donc on a automobile, etc. Donc je vais mettre diversifié les secteurs pour 42,2% du chiffre d'affaires. Plus, on a quoi en deuxième position? On a quand même l'aéronautique et la défense. Donc aéronautique / défense pour 20,4% du chiffre d'affaires. Donc si on compare à ses concurrents, donc au niveau de Obey, on avait banque et finance pour 38% du chiffre d'affaires, assurance pour 21% du chiffre d'affaires. Donc on avait banque, finance et assurance pour presque 50% du chiffre d'affaires. Donc on a une croissance plus faible mais plus stable. En effet, Obey n'avait pas souffert de la pandémie, toujours une croissance du chiffre d'affaires, tandis que Infotel avait un peu souffert également. Donc banque et finance sont à 41%, 41,5% et industrie 27%. Donc là, S2I, ce qu'on aime, c'est qu'elle est plus diversifiée au niveau de ses secteurs d'activité et plus internationale. Au niveau de ça, la marge nette, qu'est-ce qu'on avait dit? Ici, marge nette, on est à 7,3% actuellement. Donc marge nette 7,3%. Donc un très bon niveau de marge nette. Infotel est à 7% actuellement et Obey à 6,9%. Donc on va voir les résultats à la fin de l'année, mais
mais on a une très bonne marge nette. Au niveau du capital, ce que j'aime bien regarder, c'est ici. Donc, on a un flottant. Donc, management et employés, on a détention du capital et des managers. On a 52% du capital qui est détenu par les managers et le management, la famille. Donc, c'est supérieur à OB et Infotel. Donc, c'est comme des sociétés familiales et on aime ça. Et donc, on sait qu'elles surperforment à long terme. Je voulais vous montrer un peu. C'était quoi Family Business? Family Business. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Family Business, Crédit Suisse. Je voulais vous montrer un peu la surperformance du secteur. Why Family Business outperform the sector. Premium performance. Alors, voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Voilà. Donc là, on voit, je vais vous traduire ça. Parce que ça fait plusieurs vidéos, donc je vous parle de ça. Et donc, j'aime bien vous montrer ça. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça met un peu de temps pour traduire la page. On veut que ça soit en français. Voilà, ça commence à monter un peu. Voilà, parfait. Donc, on a une croissance et des rendements supérieurs ont été une des caractéristiques des entreprises familiales au fil du temps et servent de toile de fond à leur surperformance boursière. Le rapport CS Family 1000 évalue pourquoi. Société familiale, c'est-à-dire où les fondateurs ou les descendants détiennent au moins 20% d'actions directes ou dont les droits de vote détenus ou les descendants sont d'au moins 20% et continuent de générer une croissance de premier plan plus forte que leurs pères non familiaux. Donc ici, les entreprises familiales se développent plus rapidement. On note que la prime de croissance des revenus semble relativement robuste dans toutes les principales régions. Cela jette clairement les bases d'une performance financière globale supérieure qui, à son tour, soutient également une forte appréciation du prix de l'action. Donc là, on voit sur une base 100 que depuis 2006 à 2018, on a une grosse surperformance des entreprises familiales. Donc ici, on a à 150% et presque à 250% pour les entreprises familiales. On a également des marges supérieures. Meilleure rentabilité, marge supérieure. Donc là, vous voyez les entreprises non familiales en violet, en rose, et en bleu, les entreprises familiales. Donc meilleure marge, elles sont bien plus conservatrices. Les bilans des entreprises sont généralement moins endettés, aversion inhérente au risque dans le cas de nos dernières données. La combinaison d'une meilleure croissance de la ligne supérieure, des marges plus élevées et d'une dépendance réduite à l'égard du financement extérieur pour cette croissance suggère que les entreprises familiales pourraient également générer de meilleurs rendements de flux de trésorerie. C'est excellent. Donc on a plus de free cash flow pour les entreprises familiales. Il semble que cette rentabilité supérieure et cette structure financière conservatrice et cette solvabilité est également générée et récompensée par une évaluation des capitaux propres plus élevée. Ensuite, la question clé reste à savoir pourquoi les entreprises génèrent ces meilleures mesures financières qui leur permettent à leur tour de surperformer les marchés plus larges. L'étude de l'année dernière faisait allusion à l'horizon plus long que les entreprises familiales adoptent dans leurs décisions. Cela a été confirmé par l'enquête propriétaire que nous avons menée auprès d'un échantillon d'entreprises de notre univers. Une plus grande concentration sur la recherche et développement était une caractéristique notable. Donc CAPEX en pourcentage de la dépréciation, une entreprise qui investit moins que sa charge d'amortissement annuel n'est tout le reste. Nanana. On a une croissance de l'investissement, on a beaucoup de R&D et des rachats en pourcentage de flux de trésorerie. Donc voilà, si vous voulez aller voir, je vous laisserai lire plus précisément le document. Donc ici, on en était ici. Donc détention du capital, croissance sur 10 ans, on va voir le rendement tout de suite. Le rendement de l'action, S2I, elle distribue un peu moins qu'Infotel et... Si ça pouvait charger. Elle distribue un peu moins qu'Infotel et Obey. Allez, charge s'il te plaît. Il ne veut pas me trouver SII. Voilà. SDI.pa. Voilà. Donc ici, on a un rendement de 0,8%. Donc rendement 0,8%. Donc j'aime bien les sociétés qui distribuent du dividende, mais j'aime bien aussi les sociétés qui capitalisent un peu comme S2I.
Donc ici, on a un price earning sur les 12 derniers mois de 15. Donc très sous-évalué par rapport à Infotel et Obey. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est sous-évalué. Donc ensuite, on repart tout de suite ici. On veut une croissance, je vais vous montrer la croissance des revenus. Donc revenus, voilà, total revenu. En année financière terminée pleine, je veux all. On va regarder ça. Est-ce que c'est une société de qualité au niveau de la croissance des revenus? Et là, on a quelque chose de magnifique. Donc en 2000, on avait 41 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on va atteindre le milliard cette année. Donc une énorme croissance du chiffre d'affaires. Donc on n'avait pas vraiment de reflux à part en 2021. On n'a que de la croissance continue. On va regarder cette croissance sur 10 ans que ça donne. Revenus. Ici. Donc sur 10 ans, c'est ce qu'on veut voir ici comparé à ses concurrents. Et sur 10 ans, on a 12,32% de croissance annualisée. Donc 12,3% par an. Alors que sur Infotel, on a 8,6 par an. Et sur Obey, on a 9,5 par an. Donc là, on surperforme bien le secteur. Et c'est ce qu'on aime voir. Donc là, c'est parti. Donc on est parti. On veut des marges stables ou croissantes dans le temps. Tout d'abord, on va regarder les net income s'ils vont dans le même sens que les free cash flow. Donc ici, free cash flow. On les met sur le même graphique et on observe si c'est beau ou pas. Donc ici, globalement, on a les free cash flow qui vont dans le même sens que les net income et on aime ça. On adore ça. Donc, est-ce que les marges sont stables ou croissantes dans le temps? Donc, on va regarder ça, la grosse margin. Je vous ai pas montré ça souvent, mais on va regarder un peu ça. Je me suis trompé. Voilà, on va regarder ça ici. Grosse profit margin. Voilà. Comme ça, c'est donné. Donc sur 20 ans, voilà, on a une marge brute stable. Donc on est à 19% actuellement. Je pense que c'est durable dans le temps personnellement. Donc là, on va regarder net margin, net income margin. Voilà, ici. Et là, on va mettre une moyenne. Ici, ici, voilà. Donc là, en moyenne, sur ces 20 dernières années, on est à 4,67. Sur ces 10 dernières années, 4,53. Sur ces 5 dernières années, 4,82. Sur ces 3 dernières années, 5,10. Et sur cette dernière année, on est à 4,67. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une marge nette à 6% pour être assez conservateur. Ici, qu'est-ce qu'on avait comme marge nette? Ici, où est-ce qu'on en était? Marge nette, on est à 7%. Donc je vais me couvrir un peu. Je vais prendre 6%. Je pense que c'est durable. On a une demande dans le temps. Donc si je me prends 6%, je pense que je suis quand même assez conservateur. Je suis assez conservateur dans la marge, sachant qu'on est à 7,3% actuellement. Donc si je prends 6%, je me couvre un peu. Voilà, 6% on l'a déjà ici. Je suis assez conservateur. Donc au niveau du price earning, donc du price earning, le secteur s'échange à 20 fois les bénéfices, mais elle s'échange à beaucoup moins. Donc je pense que je vais prendre 17 et 20, contrairement à ces deux concurrents que j'ai fait juste avant, qui sont Infotel et Obey. Donc sur ces 20 dernières années, on est à 15,5, donc comme actuellement, mais on n'a pas eu 20% de croissance chaque année. Au niveau des 10 dernières années, on a 16,1, des 5 dernières années, 16,8, et voilà. Donc je vais prendre 17 et 20 fois les bénéfices. Donc 17 et 20. Je voulais vous montrer, on va regarder un peu le cash acquisition pour voir si elle a fait beaucoup d'acquisitions. Cash acquisition, j'aime bien regarder ça aussi pour voir ce que ça donne. Ici, on va l'augmenter un peu, on va mettre sur 20 ans. Donc ici, on a une grosse acquisition de l'ordre de 17 millions d'euros.
Ça s'est vu directement sur le chiffre d'affaires l'année d'après, qui a bien cru, mais on n'a pas de grosse acquisition, on a pas mal de croissance organique, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait aller voir? Le nombre d'actions. Donc diluted weighted outstanding. Voilà, donc on a un nombre d'actions stable dans le temps. C'est ce qu'on aime. Donc on a 20 millions d'actions. Allez, viens. Donc ici, on a 20 millions d'actions. Et ensuite, en cash net, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le dernier rapport financier. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Sur le dernier rapport financier, trésorerie à la clôture, S1 2023, trésorerie nette, en enlevant les dettes financières locatives, on va être conservateur, on va prendre cette trésorerie nette ici à 71 millions d'euros. 72, allez. Hors IFRS 16, donc qui sont la dette des loyers, on a 120 millions. Donc ici, je prends 71 millions. Donc on va passer tout de suite à évaluation, PER. Si je prends 17 fois les bénéfices, voilà. Donc 17 fois les bénéfices, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a tout de suite? Alors 1 milliard de revenus. Oula. Donc 1 milliard de revenus fois la marge nette qui est de 0,0. Non, c'est pas ce que je voulais faire. 0,06. Donc 6% de marge nette. On fait ça fois 17 fois les bénéfices. Ce qui nous donne 1 milliard 20 millions. On rajoute le cash net ici et on divise ça par le nombre d'actions qui est de 20 millions et on se retrouve à un prix d'action à 54 euros. Donc prix cible à un PER de 17, 54 euros l'action. Donc pour la fin de l'année 2023, donc on ne fait pas de grosses prévisions actuellement. Et si on se met à 20 fois les bénéfices, donc on a 1 milliard de revenus. Donc ça, je pense que ça va être supérieur, mais on va regarder ça. Fois ça, fois 20, ici, égale à ça, 1 milliard 200 000. On rajoute le cash net 71 millions en enlevant l'IFRS 16. Ça nous donne 1 milliard 271 millions et on divise ça par le nombre d'actions. Et à 20 fois les bénéfices, on aurait 63 euros l'action, donc au cours actuel. Ça représente une belle opportunité d'investissement. Car là, qu'est-ce qu'on a? Prix cible 2023. Aujourd'hui, la société cote à 50,8 euros l'action. Donc si on se retrouve ici, donc 50, oula, excusez-moi. Si on se retrouve ici à 50,8 euros l'action, ici le prix cible, donc à un PER de 17 divisé par 50 et 1, allez, je suis conservateur, ça nous fait un upside de 5%. Donc prix cible, ça fait 5% au cours actuel en étant conservateur sur les marges et sur la croissance. Et au niveau de 20 fois les bénéfices, on divise ça par 51 qui est le cours actuel et on se retrouve à 23% de upside. Donc valeur cible plus 23% actuellement. Donc je pense qu'on a une opportunité d'investissement, sachant que la société est sous-évaluée par rapport à ses pairs actuellement. Elle s'échange à 15 fois les bénéfices contre presque 19 fois pour Infotel et 18 fois pour Rebais. Donc ici, ça représente une opportunité d'investissement. Je vais juste regarder si le dividende était safe, mais vu qu'elle distribue moins que ses concurrents, c'est très safe. Donc les free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 60 millions de free cash flow actuellement sur la market cap qui est de 1 milliard. Allez, ça nous donne un rendement de 6%. Donc si la société nous distribue la totalité des free cash flow, vous aurez un rendement de 6%. Et là, on est à un rendement inférieur à 1%. Donc elle peut distribuer 6 fois plus de cash en dividende que actuellement. Donc le dividende est super safe. Et ben ça sera tout. On a une opportunité d'investissement sur le titre.
On a une très belle société sous-évaluée, c'est une de mes favorites du secteur, notamment car elle est diversifiée et elle est à l'international. Et, euh, et on a une détention familiale du capital. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt sur Invest Academy. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt.